Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Dans cette vidéo donc, je continue le résumé, très résumé du cours de mécanique analytique. Je suis maintenant au paragraphe liaison et degré de liberté d'un système. Tout système mécanique dans son mouvement est soumis à des contraintes. Ces contraintes sont dues aux forces de liaison. Donc ces forces de liaison limitent le mouvement de notre système. Alors lorsqu'on exprime les forces de liaison sous forme de contraintes, ces contraintes donc sont traduites par des équations ou des inéquations. Lorsqu'ils sont exprimés par des équations, c'est-à-dire f de qi, q.it égale 0, on les appelle contraintes bilatérales. Lorsque c'est des inéquations qui sont exprimées par des relations sous cette forme-là, c'est des inéquations, on les appelle contraintes unilatérales. Dans ce cours, on s'intéresse essentiellement à des contraintes bilatérales, c'est-à-dire exprimées par des équations de liaison. Bien, toute contrainte bilatérale peut s'écrire soit par exemple soit sans vitesse généralisée, c'est-à-dire sous la forme f de qit égale 0, et dans ces conditions elle est appelée contrainte bilatérale holonome ou bien géométrique. Lorsque dans la contrainte figure les vitesses généralisées, alors dans ces conditions-là, la contrainte est dite non holonome ou bien cinématique. Donc les contraintes bilatérales sont divisées en deux, des contraintes holonomes et des contraintes non holonomes. Les contraintes non holonomes, ce sont des contraintes dans lesquelles figurent les vitesses généralisées. Lorsque les vitesses généralisées sont absentes dans l'équation de liaison, alors elle est dite contrainte holonome. Il est possible d'avoir par exemple des contraintes non holonomes, mais que l'on peut intégrer et la rendre par intégration à une liaison géométrique ou bien holonome. Dans ces conditions-là, cette contrainte que l'on peut intégrer et devenir par intégration holonome est appelée contrainte semi-holonome. Donc on distingue parmi les contraintes holonomes certaines contraintes dans lesquelles le temps ne figure pas explicitement, alors il est appelé scléronome. Dans le cas où le temps figure explicitement dans la contrainte, il est dit rénome. Donc les contraintes bilatérales sont divisées en deux, contraintes holonomes et contraintes non holonomes. Et les contraintes holonomes, parmi les contraintes holonomes, on distingue celles qui sont scléronomes lorsqu'ils ne contiennent pas le temps de façon explicite, et rénomes lorsque le temps figure dans l'expression figure explicitement dans l'expression de la contrainte. Bien. Remarquons aussi que toutes les contraintes cinématiques, c'est-à-dire non holonomes, on peut les écrire sous la forme suivante, c'est-à-dire somme de égal 1 jusqu'à n, le nombre n ici c'est le nombre de coordonnées, des AGI Q.I plus alpha J. Ici donc il s'agit de la JM liaison. J c'est l'indice sur les liaisons, sur le nombre de liaisons, et I c'est l'indice sur les coordonnées. Donc les alpha J et les AGI, ce sont des coefficients qui dépendent uniquement de QI et du temps. Tous les Q.I sont mis sous coefficient dans cette équation-là. Donc ici, c'est l'écriture
générale des liaisons cinématiques. Bien. Alors, le degré de liberté, c'est le nombre minimum de paramètres qui permettent donc la description de notre système. Il est défini par la relation suivante. Le degré de liberté est égal au nombre initial de paramètres moins le nombre de liaisons total de liaisons. Certains auteurs mettent ici le nombre de liaisons qui sont que l'on peut par exemple intégrer, ou bien le nombre de liaisons géométriques uniquement. Parmi les liaisons, par exemple, on peut citer la relation de non-glissement, par exemple, qui est très connue, d'un cylindre ou bien d'un roulement d'un cylindre sans glissement. Il est semi-holonome parce qu'on peut l'intégrer. Et la relation du pendule, la longueur du pendule reste constante, donc c'est une contrainte qui limite donc le mouvement du pendule, et c'est une liaison holonome, scléronome, parce qu'il ne contient pas le temps de façon explicite. Sachant aussi, on dit que la liaison J holonome est indépendante explicitement du temps si sa dérivée partielle par rapport au temps est égale à 0. De plus, toute liaison non holonome est dite indépendante du temps si alpha J est égal à 0 et la dérivée partielle du coefficient AJI par rapport au temps est égale à 0. C'est-à-dire que le AJI est indépendant explicitement du temps et le coefficient alpha J est égal à 0. Bien. Les liaisons aussi, on parle de liaison lorsqu'on veut résoudre un exercice, on parle de liaison principale et de liaison complémentaire. Une liaison principale, c'est une liaison qui est prise en compte dans le paramétrage de notre système. C'est-à-dire qu'il est pris en compte lorsqu'on cherche le nombre de paramètres qui décrivent notre système. Toute liaison dans laquelle on a tenu toute liaison prise en compte lors d'un paramétrage du système est dite liaison principale. Et toute liaison ignorée, c'est-à-dire celle que nous n'avons pas prise en compte lors du paramétrage du système, est dite liaison complémentaire ou la supplémentaire. Dans ces conditions-là, lorsque des liaisons complémentaires existent, alors le nombre de paramètres que l'on va utiliser qui décrivent le système est supérieur au degré de liberté automatiquement. Par exemple, pour le pendule, je sais que L est égal à constante, est une liaison. S'il est ignoré, ça veut dire que L n'est plus égal à constante. Dans ces conditions-là, le nombre de paramètres est égal à 2 et 2 est supérieur au degré de liberté qui est égal à 1. Bien. On va regarder maintenant un exemple. Un point matériel en mouvement sur une tige. Alors, soit un point matériel P de masse petit m qui se déplace le long d'une tige homogène et linéique de rayon donc négligeable, la tige de masse m de longueur L0 et de centre de masse G, une des extrémités de la tige est constamment tangente au cercle de centre O et de rayon R situé dans le plan X0 au Y0. Alors, voir figure. Donc la figure suivante schématise donc notre système. Le point matériel P, la tige de longueur L0, une des extrémités tangentes au cercle au point A, le cercle est de rayon R
sur le plan horizontal. Et donc voilà, on donne la matrice principale d'inertie de la tige, qui est la diagonale, est égale à ml carré sur 12. Donc selon les rotations donc de la tige autour de son centre de masse. Ce problème donc est représenté par le schéma suivant. Alors les questions: effectuer un paramétrage des différents mouvements de notre système. Donc vous avez la tige qui est en rotation autour de l'axe OZ, qui effectue une rotation autour de l'axe OZ, et le point M qui se déplace sur la tige. Alors a priori donc les paramètres initiaux sont 5, c'est-à-dire 2 rotations pour la tige et 3 translations, et 3 pour le point matériel, c'est-à-dire 3 translations. Alors vous avez donc le mouvement de la tige et du point P sont dans le plan X0 au Y0, donc 5 paramètres primitifs, c'est-à-dire 3 pour la tige, qui sont donc la translation et une rotation, et 2 pour donc 3 pour la tige, une rotation et 2 translations, et 2 pour le point P, c'est-à-dire ses coordonnées de position dans le plan. Donc puisque la tige et le point sont dans le plan et que la tige ne peut effectuer que 2 rotations, alors elle est dans le plan, donc il ne peut plus effectuer de rotation, il va effectuer une seule rotation. De plus, les coordonnées de son centre de masse sont 2, donc ça fait 3 pour la tige. Alors 2 pour le point matériel, parce que il n'a que 2 coordonnées qui peuvent déterminer sa position dans le plan. Donc maintenant nous avons 5 paramètres. Au lieu d'avoir 5 et 3, ça fait 8 paramètres. Ils sont réduits maintenant à 5 paramètres. Bilan des équations de liaison. Le point A reste sur la circonférence du cercle. Donc on a 2 équations. XA est égal à R cosinus de alpha, YA est égal à R sinus de alpha. De plus, le point P reste sur la tige, donc on a une seule équation, c'est-à-dire que AP est égal à XU, où U est un vecteur unitaire sur la tige AP. Sur la tige est un vecteur unitaire sur la tige, lié à la tige. Le mouvement du système donc dépend de 2 paramètres. Nous avons 5 moins 3 est égal à 2. Donc ce système peut être décrit par 2 paramètres. Il faudrait choisir les paramètres les mieux adaptés dans ces conditions-là. On peut choisir par exemple l'angle alpha et X comme paramètres de position de notre système. La règle pour choisir les paramètres, les coordonnées généralisées les mieux adaptées. Alors il faudrait commencer tout d'abord par les angles, puis compléter par les axes. C'est-à-dire on commence tout d'abord, comme nous avons l'angle alpha, l'angle de rotation alpha, donc je dois l'utiliser dans mes paramètres. Il est préférable de prendre alpha comme paramètre de position. L'autre paramètre, je complète par l'axe AP. Bien. Deuxième question. Calculer l'énergie cinétique de mon système.
Alors, l'énergie cinétique du système, c'est l'énergie cinétique de la tige plus l'énergie cinétique du point matériel P. Pour la tige, donc, c'est 1/2 du moment d'inertie de la seule rotation qui existe, c'est alpha point, donc alpha point au carré, plus 1/2 de mv de g au carré. Le centre de masse de la tige décrit donc la circonférence de rayon G, qui est tel que G au carré est égal à R au carré plus L0 au carré sur 4. Bien, qui est constant. Donc, il décrit la circonférence, il décrit une circonférence de rayon G. Dans ces conditions-là, donc, l'énergie cinétique totale de la tige, c'est la somme de ces deux termes. Sachant bien sûr que AOP est égal à OA plus AP est égal à RER plus XU. Donc le vecteur position OP est égal à cette expression. La vitesse du point P et donc la dérivée du vecteur OP qui donne le résultat que vous avez ici. Bien, donc c'est très simple. Donc je sais que le vecteur OP est égal à OA, et OA c'est RER, et AP c'est XU. Bien. Alors l'énergie cinétique du point P, c'est 1/2 de M, R alpha plus X point au carré, plus X au carré, alpha point au carré, c'est-à-dire le carré de cette expression. Sachant bien sûr que U et ER sont deux vecteurs qui sont perpendiculaires. Bien, donc l'énergie cinétique totale, je fais la somme des énergies cinétiques obtenues et j'obtiens donc le résultat suivant. Bien, donc voilà pour l'énergie cinétique. L'énergie potentielle, bien sûr, puisque le plan est horizontal, il n'y a pas de... L'énergie potentielle est une constante, je la prends égale à 0. Je vous remercie. Wassalamu alaikum.